Vous écoutez Histoire du trafic de drogue, épisode 5. La guerre contre les drogues a enfanté de nouveaux monstres. Des proies invisibles, indomptables, presque impossibles à repérer. Ce jour-là, en pleine mer, une prise rare. Dans le ventre immergé de la bête, les gardes-côtes découvrent plus de 7 tonnes de cocaïne, un butin de 230 millions de dollars. Après la chute des grands barons, les organisations criminelles entament une nouvelle fois leur mue. Elles ne disparaissent jamais. Elles se recomposent simplement en réseau, pas en structure. Jérémy McDermott, journaliste à Inside Crime en Colombie. Elles deviennent des nœuds à l'intérieur d'un plus grand réseau. Et vous aurez beau éliminer le commandement central, cela ne perturbera pas le fonctionnement du réseau dans son ensemble. Une nouvelle ère commence au début des années 90 pour les organisations criminelles, dans un système où tout s'emballe. Transport, communication, flux financiers, la mondialisation s'accélère. Le libre-échange triomphant veut effacer les frontières. En 1994, les États-Unis inaugurent la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec le Canada et le Mexique. Plus de barrières commerciales et moins de contrôle aux frontières. Les cadences s'accélèrent dans les usines mexicaines et les files de camions s'allongent à la porte des États-Unis. Noyer les cargaisons de drogue dans le flot des véhicules devient le jeu favori des cartels mexicains, plantés sur ces 3000 km de frontières. Héroïne, marijuana et cocaïne passent presque sans encombre. Aux commandes du pays, le PRI, parti unique, reçoit sa part des bénéfices. Tant que les trafiquants envoient la drogue chez les gringos et qu'ils ne défient pas l'État, ça va. Vanda Feldbach-Brown, spécialiste du crime organisé à la Brookings Institutions. Tant qu'ils n'agissent pas contre les intérêts du PRI au pouvoir, l'État interfère peu dans le trafic. En Colombie, tout en haut de la chaîne du trafic de cocaïne, la classe politique a fini par lâcher les narcotrafiquants. Sous la pression de la DEA, les criminels qui ont succédé à Pablo Escobar sont traqués, leurs sociétés écrans sont démantelées, les arrestations se multiplient. Pour éponger les sommes perdues, les survivants comptent sur leurs transporteurs mexicains. Ils leur demandent d'augmenter la cadence. Ils ne volaient pas seuls, mais par convoi. Robert Cleve-Bonner, ancien administrateur de la Drug Enforcement Administration. 7 à 14 avions décollaient en même temps, chargeaient chacun de 1000 kilos de cocaïne et atterrissaient dans le nord du Mexique, dans le Chihuahua. Ils stockaient la drogue sur place avant de les faire passer la frontière vers les États-Unis. La logistique des cartels mexicains est infaillible. En position de force face aux Colombiens, ils imposent une nouvelle division du travail. Les Mexicains arrachent la part la plus risquée et la plus lucrative du trafic, la distribution de la cocaïne aux États-Unis. Les Mexicains vont entrer dans une phase plus compliquée que nous aussi nous avons connue. Maria Rimena Duzan, journaliste colombienne. Le niveau de corruption du système va être de plus en plus profond et la violence va empirer. Pourquoi ? Parce que l'argent de la distribution entre en jeu. Et cela représente énormément d'argent. Or, l'argent dans ce business est synonyme de violence et de mort. Le Mexique va s'enfoncer dans une spirale de violence sans fin. Les trafiquants colombiens, eux, vont se replier sur la production, couvrant des pans entiers du territoire de champs de coca. À partir de la fin des années 90, la production de drogue se concentre dans des zones de non-droit où il est impossible de la déloger. La Colombie est le premier producteur de coca au monde, et un autre pays s'inscrit durablement dans l'histoire du trafic de drogue, l'Afghanistan, premier producteur de pavot. Aujourd'hui, 80% de l'héroïne mondiale est produite en Afghanistan. Totalement illégale, la drogue représente près d'un tiers des revenus du pays.
Depuis les rues poussiéreuses de Kaboul, sa capitale, jusqu'au sommet de l'État, l'Afghanistan tout entier est devenu accro à l'héroïne. Une addiction née dans les années 80, en pleine guerre froide. L'armée soviétique occupe les grandes villes du pays et dans les campagnes, les Russes tentent d'étouffer la résistance afghane. Donc au milieu des années 80, ils ont adopté ce que l'on appelle la politique de la terre brûlée. Vanda Feldbach-Brown, spécialiste du crime organisé à la Brookings Institutions. Ils ont décidé de détruire les campagnes pour que les gens ne puissent plus y vivre. Et pour cela, ils ont brûlé les vergers, détruit les systèmes d'irrigation, empoisonné les puits. Mais tout le monde n'a pas fui. Au lieu de cela, les gens ont commencé à cultiver du pavot. Pendant 10 ans, le pavot finance la résistance des chefs tribaux à l'occupation soviétique. Ce qui n'était qu'une culture marginale devient la source de revenus principale des paysans et des chefs de guerre. Quand les Russes quittent l'Afghanistan, les chefs tribaux s'affrontent pour prendre le pouvoir. Leur guerre provoque la mort de dizaines de milliers d'Afghans. Sur ces terres ravagées, un mouvement canalise la colère de la population épuisée par les années de conflit. Les talibans, nés dans les écoles coraniques, gagnent du terrain. Ils avaient des objectifs politiques, ils n'aimaient pas les drogues. Tom Kramer, politologue au Transnational Institute en Birmanie. Quand ils ont commencé, ils étaient très remontés contre tous ces seigneurs de la guerre corrompus en Afghanistan. Donc ils voulaient faire régner la loi et l'ordre. Pas le genre de loi et d'ordre qui nous plaît, mais c'était leur vision. Pour eux, il fallait arrêter l'opium qui est un vice, ce n'est pas propre. Partout où ils avancent, les talibans imposent leur ordre rigoriste, ferment les cinémas, interdisent la musique, cachent les femmes. Les règles sacrées triomphent sur tout. Mais l'opium fait vivre des dizaines de milliers de familles. En l'interdisant, les talibans risquent de perdre leur soutien dans les campagnes. Pour bâtir un capital politique, les talibans commencent à dire que le Coran interdit l'opium et qu'il est toujours interdit de le consommer. Mais ils disent aussi que tant que le pavot est produit pour les kafirs, pour les infidèles, tant qu'il part vers la Russie ou les États-Unis, cela ne leur pose aucun problème. Grâce à l'opium, les talibans financent leur avancée sur Kaboul. La capitale afghane tombe en 1996. L'Afghanistan est immédiatement mis au banc des nations et coupé de l'économie mondiale. L'Afghanistan était une terre ravagée et il n'y avait pas d'aide étrangère. Alfred William McCoy, historien. Donc l'opium est devenu la solution à tous les problèmes sociaux et économiques. C'est une culture annuelle. Vous mettez la graine dans la terre et quelques mois après, vous avez un bien à vendre. C'est illégal, cela franchit magiquement les frontières, sans entrave. Pour réaliser leur rêve d'un État intégriste, les talibans implantent des laboratoires sur leur territoire et font de l'Afghanistan le premier producteur mondial d'héroïne. Grâce à l'argent de la drogue, ils pensent pouvoir s'affranchir de toutes les règles internationales. En 1998, ils offrent l'asile aux membres d'Al-Qaïda. Mais l'héroïne n'a pas le pouvoir d'assurer la survie d'un pays entier. Dans l'espoir fou de retourner l'opinion internationale en leur faveur, en 2000, les talibans interdisent la production du pavot sur tout le territoire. Les paysans risquent la mort s'ils sèment la graine interdite. En un an seulement, la quasi-totalité des champs de pavot ont disparu d'Afghanistan. Et la communauté internationale a dit « Merci ». Alfred William McCoy, historien. Le sous-secrétaire d'État américain Colin Powell a offert une aide de 41 millions de dollars. Mais il y avait d'autres problèmes. Les droits de l'homme, la situation des femmes. Et donc, les Nations Unies n'allaient pas les reconnaître. Rétrospectivement, les talibans ont commis un suicide économique. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. Ce n'est pas étonnant que quand les premières bombes américaines ont commencé à tomber, cette société et cet État faillis se soient effondrés, parce qu'ils étaient morts à l'intérieur.
Ils n'étaient déjà pas très forts au départ, mais le peu de force qu'il leur restait s'était envolé. Les talibans sont repoussés en quelques semaines dans des zones isolées, vouées à disparaître. Mais ils vont reconquérir patiemment, territoire par territoire, en encourageant la culture du pavot, source de financement miraculeuse pour la renaissance de leur mouvement. En Colombie, au milieu des années 90, les champs de coca recouvrent des pans entiers du territoire, loin des villes, désormais sous haute surveillance. Les trafiquants vont se loger dans les zones de jungle et de montagne où l'État n'a pas de prise. La Colombie est un pays malgré elle. Elle a une géographie extrêmement complexe. César Gaviria, ancien président de la Colombie de 90 à 94. C'est un pays qui a encore beaucoup de problèmes de communication et qui a dû fournir d'immenses efforts pour contrôler son territoire. Nous sommes à peine en train d'arriver à occuper notre territoire. Et il y a encore beaucoup d'endroits où il n'y a pas de policiers. Dans ces zones reculées, Far West contemporain, la terre appartient à celui qui a les moyens de la confisquer. De grands propriétaires terriens purgent les sols de la Colombie de ses richesses. Pierres précieuses, minerais, pétrole, bois aux essences rares. Pour étendre leurs exploitations, ces grandes familles créent des milices qui déplacent sauvagement les populations. Les Colombiens les appellent les paramilitaires. En plein boom de la coca dans les campagnes, les narcotrafiquants se dotent eux aussi de milices paramilitaires. Ce que faisaient les paramilitaires, c'est protéger la terre pour le compte des narcotrafiquants qui les avaient chargés de dégager les paysans de leurs terres. Et donc, les paramilitaires ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Ils ont pu prendre l'initiative et entrer dans le trafic pour leur propre compte. Les chefs des unités paramilitaires prennent progressivement le contrôle de la production de coca, des laboratoires et gèrent les connexions avec les cartels mexicains et les grands réseaux criminels internationaux. Au cœur de la jungle, la ruée sur la coca va changer le destin d'un autre groupe armé. La guérilla marxiste des FARC lutte pour une juste répartition des terres. Active sur quelques fronts, sans grands moyens, elle raquette les grands propriétaires, les enlève contre rançon. Mais au milieu des années 90, la guérilla des FARC s'adapte au changement d'époque. Il n'y a pas plus conservateur qu'un communiste. Les communistes sont très conservateurs. Gustavo Duncan, politologue colombien. Et au départ, ils étaient contre le narcotrafic qui allait corrompre la révolution. Mais il y avait beaucoup de pression de la part des paysans, parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et donc, ils disent OK à la culture de coca. Vanda Feldbach-Brown, spécialiste du crime organisé à la Brookings Institutions. Et en bons révolutionnaires, ils vont bâtir une base sociale, fournir toutes sortes de services publics grâce à l'argent de la drogue qu'ils récupèrent en taxant les cultures. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Les FARC continuent les prises d'otages, ciblant l'État dans sa chair. Gouverneurs, députés, anciens ministres sont séquestrés. Les guérillas campaient à la porte de Bogota. Elles étaient à Medellín et près de Cali. Jérémy McDermott, journaliste à Inside Crime en Colombie. Et à la fin des années 90, beaucoup de gens redoutaient que la Colombie devienne un narco-État si les guérillas prenaient le pouvoir. Face à la montée en puissance des FARC, les paramilitaires veulent garder le contrôle sur les zones de production de coca. En 1997, toutes les factions paramilitaires se rassemblent sous un commandement unique, une armée d'extrême droite de 20 000 hommes. Les autodéfenses unies de Colombie tiennent tête à la guérilla. L'armée légitime du pays, elle, subit les embuscades des FARC. Ses soldats sont enlevés par centaines. Dans cette situation désespérée, des membres de l'armée se sont dit « Nous devons être de mèche avec les paramilitaires. C'est le seul moyen d'empêcher les guérillas de prendre le pouvoir.
Et donc, que se passe-t-il ? Ces mafias vont commettre une quantité de massacres à travers toute la Colombie en disant qu'elles se battent contre les guérillas. Maria Jimena Duzan, journaliste colombienne. Alors qu'en réalité, ce qu'elles font, ce n'est pas seulement chasser la guérilla de certaines zones, mais s'accaparer les terres et les utiliser comme des couloirs pour exporter la coca. Les paramilitaires liquident leurs opposants. Ce nettoyage systématique provoque le déplacement de 2 millions de personnes. Dans les zones qu'ils s'accaparent, là où l'État n'a jamais pu s'imposer, les paramilitaires dictent leurs lois. Si vous cherchez des crimes contre l'humanité en Colombie, c'est ici que vous les trouverez. César Gaviria, ancien président de la Colombie de 90 à 94. Chez les paramilitaires, ce sont eux qui ont été les principaux violateurs des droits de l'homme et qui ont commis le plus de massacres et d'actes de barbarie. Et donc la classe politique en Colombie, comme nous l'avons vu, n'a rien d'honnête et elle est aussi particulièrement corrompue. Gustavo Duncan, politologue colombien. Et à un certain moment, elle voit dans les paramilitaires une grande opportunité d'obtenir des votes. C'est très pratique de recevoir des votes et le soutien armé des paramilitaires. Mais ça devient un peu moins commode quand vous devenez gouverneur et qu'ils vous demandent d'occuper le secrétariat au logement ou à la santé, où se trouvent les plus gros contrats publics, ou si vous êtes sénateur et qu'un paramilitaire vous appelle pour vous dire que vous devez démissionner pour 1 an parce qu'un de ses proches va occuper votre siège. Au début des années 2000, les paramilitaires se trouvent là où Pablo Escobar se tenait 20 ans plus tôt. Devant le Congrès, l'un de leurs leaders, Salvatore Mancuso, vient défendre le rôle de ces hommes. Surnommé Triple Zéro, Salvatore Mancuso avouera quelques années plus tard le meurtre de 300 personnes. Face à lui, Salvatore Mancuso a un public conquis. Les paramilitaires contrôlent 1/3 du Parlement. La Colombie a échoué à repousser les trafiquants. Les paramilitaires en ont fait un narco-État. Contrairement aux trafiquants colombiens, au Mexique, les cartels n'ont jamais tenté de prendre le contrôle de l'État. Les trafiquants acceptent le jeu de corruption orchestré par le parti unique, le PRI, au pouvoir depuis 70 ans. En 2000, les Mexicains se libèrent du règne autoritaire du PRI en élisant à la présidence Vicente Fox. Promesse de jours nouveaux pour le Mexique, l'alternance rebat toutes les cartes pour les trafiquants. Cela a brisé ce que j'appellerais la Pax Mafiosa. Robert Clève-Bonner, ancien administrateur de la Drug Enforcement Administration. C'est-à-dire l'accord entre l'État mexicain et les principales organisations impliquées dans le trafic de drogue, qui les rendait intouchables et leur garantissait qu'elles ne seraient pas attaquées. Cela a brisé cette certitude qui existait depuis des années sous le PRI. Le PRI jouait les arbitres entre les cartels. Lorsque ce verrou saute, il ne reste que la violence pour départager les concurrents. Des guerres croisées vont bientôt éclater entre tous les cartels. À ce moment-là, la classe politique locale et régionale ne va plus avoir les moyens de contenir le pouvoir des narcotrafiquants. Gustavo Duncan, politologue colombien. Et donc, au Mexique, on peut dire que la guerre des narcos est le prix de la démocratisation. Dans cette guerre des cartels, le bastion historique du trafic, le Sinaloa, est sur tous les fronts. Porté par l'appétit insatiable de son chef El Chapo, tout juste évadé d'une prison de haute sécurité. El Chapo Guzman est l'un des plus grands trafiquants de l'histoire. Son surnom avant El Chapo était El Rapido, le rapide. Jérémy McDermott, journaliste à Inside Crime en Colombie. Parce qu'il était capable de faire passer de la drogue aux États-Unis à un rythme fou. Il est devenu une figure emblématique, presque mythologique de la narcoculture mexicaine. Roland Enciso, historien. El Chapo faisait aussi régner la violence et extorquait ses rivaux de manière très assidue et très systématique. Habile et impitoyable, El Chapo va devoir frapper plus fort encore s'il veut rester dans le jeu.
À l'autre bout du pays, le cartel du Golfe recrute des soldats d'élite de l'armée mexicaine et crée un bras armé, les Zetas. Discipline militaire, opérations planifiées, techniques de renseignement sont détournées dans un but ultime, terroriser les concurrents, s'accaparer leur territoire. Les Zetas déclenchent la surenchère chez tous les autres cartels. Tijuana, Ciudad Juárez, Sinaloa se dotent à leur tour d'unités d'élite. Les scènes d'horreur se multiplient. Mon Dieu, dans le Michoacán, Robert Clive Bonner, ancien administrateur de la Drug Enforcement Administration. Les organisations criminelles coupaient les têtes des cartels rivaux et les faisaient littéralement rouler sur les pistes de danse. C'était totalement hors de contrôle. En 2006, le nouveau président Felipe Calderón, à peine élu, déclare la guerre au cartel et envoie l'armée au front. 45 000 soldats tentent de reprendre les territoires perdus, concentrant leurs forces sur les Zetas, le plus sanguinaire des cartels. Sous les coups de l'armée, les Zetas implosent en une multitude de groupes. Ils resserrent leurs griffes sur de plus petits territoires. Et la violence monte encore d'un cran. Les Zetas filment dans le détail les meurtres et les scènes de torture, marquant d'un Z leur présence sur les murs, comme sur les corps de leurs victimes. Ce qui se passe avec les Zetas, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour supporter un affrontement permanent avec l'État. Frolan Enciso, historien. Et ils vont faire de la violence une marchandise. Les Zetas ne vendent pas la logistique pour écouler de la cocaïne. Les Zetas vendent la capacité d'exercer la violence de manière professionnelle pour imposer un état de terreur localisé. Ils n'en sont pas restés au trafic de drogue. Il fallait leur payer ce qu'on appelle le piso pour tout. Jérémy McDermott, journaliste à Inside Crime en Colombie. Si vous étiez impliqué dans un réseau de traite humaine qui passait par leur territoire, si vous pratiquiez des enlèvements sur leur territoire, de l'extorsion, ils se mêlaient de tout. Vous deviez payer les Zetas. L'armée, incapable de combattre sur tous les fronts, a laissé le cartel de Sinaloa prospérer. Au terme de guerres sanglantes, El Chapo étend sa zone d'influence à Tijuana et Ciudad Juárez. Le recours à l'armée pour essayer de réduire la violence a été contre-productif. Non seulement la violence s'est maintenue sous les formes atroces que l'on connaissait, mais elle a augmenté peu à peu en termes quantitatifs pour atteindre des niveaux dramatiques. Vous venez d'écouter Histoire du trafic de drogue. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Histoire du trafic de drogue est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Yami 2, écrit et réalisé par Julie Lerat et Christophe Bouquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.